prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ni plus ni moins que le 30e numéro de Jus de Ciné. Ça en fait des émissions. Je suis une fois encore, pas tout seul aujourd'hui, parce que je suis avec Marie, une fois encore. Oui. Bonjour Marie. Bonjour. Ou bonsoir, comme tu veux. Donc c'est bien moi, malgré la voix cassée. Oui. Donc, La période fait qu'on est un peu malade. on est balade, oui. Ça arrive. Ça va? Sinon, globalement à part le... À part le nez bouché et la toux, oui, ça va. Ça marche, tant mieux. Mais c'est pas le Covid, hein, donc je rassure Oui, tout le monde. Tout va bien. En tout cas, merci infiniment, une fois encore, d'être parmi moi, ça veut rien dire, d'être avec moi pour ce jeu de ciné. Le sommaire des sorties de 2021 en salle avec Mourir peut attendre, Le Dernier Duel, First Co, Le Peuple Loup et Pig, des films d'avant 2021 avec Diva ou encore SOS Fantôme, et bien sûr le vice-versa, qu'on verra du coup en fin d'émission par rapport au thème et aux films qu'on s'est imposés mutuellement. Voilà pour le programme, on enchaîne sans transition avec les sorties de 2021 en salle, et je vais commencer avec Mourir peut attendre, réalisé par Kari Joji Fukunaga, j'espère que je le prononce bien, donc le dernier James Bond en date, donc dernier film avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, donc c'est un peu la fin de l'arc Daniel Craig qui avait été initialisé il y a 15 ans déjà quand même avec Casino Royale, après il y a eu Quantum of Solace, le fameux Skyfall, Spectre, et donc on arrive à ce Mourir peut attendre, qui effectivement se veut un petit peu une suite de Spectre, et en même temps pas tant que ça, enfin il y a pas mal de références aux films précédents de l'arc Craig, bien que voilà, il y a vraiment aussi un espèce de côté conclusion à tout ça, sans trop en dire et sans trop spoiler. Du coup, donc bon, je l'ai vu, enfin il y a que moi qui l'ai vu parmi nous deux. Oui. En tout cas, bon voilà. Je suis pas fan de Daniel Craig. Oui, bon, voilà. On sait. Pour rappel, par rapport à mon rapport à la série, et notamment au film avec Daniel Craig, j'avais vu il y a quelques années, il me semble, les 2 tiers de Casino Royale, mais j'avoue que je m'en rappelle pas assez, donc là du coup je pourrais pas vous donner vraiment un avis sur le film à l'heure actuelle. Pareil, Quantum of Solace, j'avais vu une petite demi-heure, il me semble, je sais plus à quelle partie du film, enfin bref, bon, donc encore une fois c'est flou. Avant Skyfall, ça je l'ai vu même 2-3 fois, Skyfall c'est un film que j'aime beaucoup. Et Spectre, je l'avais vu au cinéma, j'avais été un peu déçu par Spectre, je pense que j'étais pas seul, mais voilà, Spectre m'avait un peu déçu. Donc en fait, je fais mieux que toi. Parce que j'ai vu les 4 films, et pas le dernier, quoi. C'est ça? Ah oui, t'as vu Quantum of Solace, Casino Royale? Ah, t'as vu les 4? T'as vu Spectre aussi? Oui. Ah ouais? Je savais pas. D'accord. Si. D'accord. J'ai beau pas aimer Daniel Craig. Ah non, quand même. Ah non, t'as fait mieux que moi. T'as fait mieux que moi, c'est évident. Bon, bref. En tout cas, pour ce Mourir peut attendre, bien, j'ai plutôt bien aimé le film. Je trouve que Craig, justement, tire sa révérence de plutôt belle manière. Le rythme est très soutenu, le film dure 2h45, et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Les personnages sont attachants, les acteurs sont bons, et c'est plutôt bien réalisé, sans... Malgré tout, je trouve quand même que la mise en scène n'est pas non plus aussi... virtuose, c'était un grand mot, mais par rapport à celle de Skyfall, même Spike, parce que c'était Sam Mendes, qui est quand même pas Joe Clodo. Après voilà, donc Kari Joji Fukunaga, qui est pas non plus un manche, hein, si je me rappelle bien, il avait travaillé sur True Detective, il me semble qu'il avait réalisé quelques épisodes. Et il avait également fait la série Maniac sur Netflix avec Emma Stone et Jonah Hill. Enfin voilà, en tout cas, Fukunaga, qui n'a peut-être pas le talent de Sam Mendes, s'en sort quand même très bien en termes de mise en scène. Voilà, je dirais juste quand même que j'étais un peu déçu par l'aspect technique du long métrage, où en fait je trouve que il y a un peu trop d'effets spéciaux, un peu trop de fonds verts qui je trouve sont assez voyants. On est loin pour le coup justement de la sobriété et du côté très classe d'un Skyfall, notamment avec la photographie de Roger Deakins. Hein. On n'a pas ce genre de claque graphique, mais voilà. Après honnêtement, ça reste un peu du détail. L'aventure se suit très très bien, encore une fois le temps passe très vite. C'est un bon spectacle, il y a quelques fulgurances par-ci par-là qui sont vraiment très appréciables, et il y a effectivement un petit côté émotion qui pouvait manquer dans les films précédents, qui là est bel et bien présente. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Aussi petit bémol aussi sur les nouveaux personnages, qui ont beaucoup fait parler avant la sortie du film, et qui finalement sont, je dirais pas anecdotiques, mais qui sont pas tant développés que ça, et du coup t'es pas forcément attaché à eux. Et aussi petit bémol aussi sur, alors pas sur Rami Malek, donc qui joue le grand méchant du film, qui est très bon, et son personnage qui est très classique, enfin un antagoniste qui a pas vraiment de motivation très originale, etc. Et
qui est pas spécialement marquant. Mais voilà, après il fait le taf, c'est pas non plus horrible. Donc voilà, Mourir pour t'attendre n'est pas le meilleur James Bond de Dark Craig selon moi. Skyfall pour moi le dépasse. Mais voilà, ça reste un bon film et une belle conclusion à l'arc d'Daniel Craig. Donc après, qui est le prochain James Bond, c'est la grande question, on ne sait pas encore, il y a déjà des noms qui circulent, beaucoup voudraient Idris Elba, et c'est vrai que ça serait bien la classe. On verra bien, je pense qu'on n'aura pas la réponse avant 2-3 ans, à mon avis facile, donc bon. En tout cas, on verra bien comment ça va se dérouler pour la suite. Le prochain film, c'est Le Dernier Duel, dernier film réalisé par Ridley Scott. Alors, pas le dernier en date, hein. Je veux pas, mais déjà, non. Parce que, j'allais dire, c'est forcément pas son dernier film, parce qu'il y a le House of Gucci qui sort très bientôt, là. Donc, nouveau film de Ridley Scott qui revient au péplum, quelque part. Et après avoir fait Les Duellistes, il fait Le Dernier Duel. C'est ça, par rapport à son premier film, Les Duellistes, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est aussi 20 ans après Gladiator, on est une quinzaine d'années après Robin des Bois, tout ça. Et donc voilà, il revient sur un film historique qui se passe en France, au 17e, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin c'est Moyen-Âge. Voilà. Voilà, c'est plus, alors. J'ai dit n'importe quoi. Bref, donc lui pour le coup, film qu'on a vu ensemble, Marie, je sais pas si tu veux commencer à dire ce que tu en as pensé. Non, vas-y, commence. Je vais commencer, très bien. Oui, parce que je pense que tu vas être plus positif que je ne vais l'être. Peut-être. Après, je sais pas non plus dithyrambique, mais bon. Après, c'est marrant parce que Ridley Scott, j'ai un rapport un peu particulier avec lui. Alors il y a deux films qu'il a réalisés qui sont indéniablement des grands films, à savoir le premier Alien et Blade Runner. Bon, là, il n'y a même pas de débat. Personnellement, je suis pas un grand fan de Gladiator. Je trouve le film bon, mais je suis pas non plus subjugué. Enfin, honnêtement, quand je l'ai découvert, j'ai pas été subjugué. Désolé, ça peut arriver. Pourtant, Joaquin Phoenix. Non, mais les acteurs sont très bons, mais c'est pas tant les acteurs qui vont gêner. C'est bon, bref, je suis pas un grand fan de Gladiator. Et surtout, Ridley Scott, après, sur ses derniers films notamment, des trucs comme Exodus ou même les deux dernières Aliens qu'il a fait, surtout Alien Covenant, que j'avais trouvé vraiment très moyen. Donc voilà, j'étais un peu fâché, c'est vite dit, mais voilà, Ridley Scott, j'étais un peu en mode bon, je disais pas qu'il était fini. Mais j'étais en mode, bon, est-ce qu'il va réussir à refaire un bon film Et selon moi, Le Dernier Duel est un bon film. C'est porté par d'excellents acteurs. Bon, je pense notamment au trio de tête, à savoir Matt Damon, Adam Driver, ou encore Johnny Comer, ou encore Ben Affleck aussi, qui est très bon. C'est très solide en scène aussi. Encore une fois, Ridley Scott n'est pas un manche et le prouve bien. La construction en chapitres, alors c'est marrant parce que ça va être un petit peu la thématique de cette émission, parce qu'il y a beaucoup de films en chapitres. Enfin, j'ai vu beaucoup de films en chapitres ces derniers temps. Il y avait eu Julien dans ce chapitre que j'avais abordé dans le précédent jeu de ciné. Je parlerai de Pig tout à l'heure qui était aussi en chapitre. Et donc là, c'est encore une fois un film en chapitre, 3 parties très distinctes. En fait, c'est 3 points de vue qui vont se mêler. Et là, dans le film que je dois défendre dans aussi vice versa, c'est aussi en 3 chapitres. C'est aussi un film en 3 chapitres, effectivement, comme quoi. Donc c'est vraiment une thématique globale. Oui, et là où par exemple je trouvais dans Julien 12 chapitres, ça manquait un peu de pertinence. Là pour le coup, la construction de chapitre est assez pertinente parce qu'effectivement, donc il y a aussi surtout la question du point de vue qui est intéressante. C'est pas un récit en 3 parties. Enfin oui. Mais voilà, c'est un récit qui va s'autoriser à revenir en arrière, à revoir une scène sous un angle différent, ce que je trouve toujours très intéressant. Après voilà, ça n'empêche pas que je trouve que ça fait quelques maladresses et redondances dans ce côté-là. Oui, entre le 2 et le 3 d'ailleurs. Je suis assez d'accord, Je suis pas tout à fait persuadé que ce soit très pertinent de nous remontrer. Alors ça dépend, il y a des trucs, et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. On peut pas tout dévoiler non plus. Non, mais bon. Mais ce que j'ai bien aimé dans le film, par contre, vraiment, c'est qu'il y a un côté un peu ludique à ça. Alors, oui. Ça dépend quoi, non mais... Faut mettre des guillemets là. Oui, des grosses guillemets. Mais quand je dis ludique, c'est que vraiment parfois, donc il remonte la scène, mais avec une petite différence. Genre, où parfois le plan, il dure 3 secondes de plus ou machin, et pour avoir la différence qui fait qu'on peut totalement interpréter d'une autre façon ce qui a été montré avant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc du coup, pendant tout le film, on a constamment remis en question sur notre perception de l'histoire. Excusez-moi, j'ai des messages de Discord. J'enregistre. Excusez-moi. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça bien. Voilà, donc le film dure 2h30, c'est quand même un sacré morceau aussi. Après voilà, je trouve que le rythme est... Beaucoup de longueur. Ah, beaucoup non, quelques-unes peut-être, mais non. Il aurait pu largement s'en sortir avec 2 heures. Alors oui, peut-être que le film aurait pu être un peu moins... Et justement, il aurait peut-être pu éviter certaines redondances où vraiment t'as l'impression qu'il essaie un petit peu de surexpliquer parfois ce qui se passe un petit peu pour que le public soit pas trop perdu. Alors c'est pas si compliqué que ça. Bref. Alors moi je suis pas d'accord, dans le sens où ça fait des redondances. Mais on se demande parfois si justement c'est pas pour perdre
le spectateur. Ah, mais dans le sens, alors dans le bon sens, c'est pas perdre pour que le spectateur il dise ouais c'est bon ça. Oui, non, ça m'agace, oui, pour qu'il se pose des questions. Pour qu'il se repose 15 000 fois la question. Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que le premier, je sais pas. Est-ce qu'il aurait pas carrément dû juste mettre le chapitre 3 qui était à la limite le plus intéressant et le vrai? Non, pour moi, les 3 chapitres sont intéressants. Moi, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il expliquait, donc, bon, il y avait le film, ça, puis après, il y avait la version, au final, parce que de toute façon, bon, alors, pour remettre un petit peu en contexte, donc, c'est un film qui est basé sur des événements réels. Inspiré de faits réels, oui. C'est ça, tout à fait. Le fameux. Et sur, donc, le dernier duel judiciaire, appelé également Jugement de Dieu, qui a été connu en France, enfin qui s'est déroulé en France donc au Moyen-Âge. C'était donc entre Jean de Carouge, donc joué par Matt Damon, et Jacques Legris, donc Adam Driver. Ils étaient au départ très amis, ils sont devenus rivaux au fur et à mesure des époques. Et en fait, donc tout le film est basé sur ce duel qui a lieu, ce jugement de Dieu, parce que se pose la question de savoir si Jacques Legris a réellement, question mais qui n'en est pas une vraiment, donc violé la femme de Jean de Carouge, donc Marguerite. Exactement. Donc, voilà, c'est le postulat de base. Après, donc en fait, s'il avait fait le film, donc sur l'avant, j'allais dire, entre l'amitié entre Jean de Carouge, Jacques Legris, donc leur évolution. L'un qui est complètement, comment dire, je sais pas, bourru, qui n'a aucune finesse, aucune intelligence. C'est donc voilà. Et puis un Jacques Legris, par contre, lui, s'est construit sur sa culture, sur donc oui. voilà. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Donc il y a l'opposition des deux personnages, et je pense qu'il aurait pu faire le film comme ça, donc. Voilà. Et puis après, avoir par contre effectivement la version du dernier chapitre de Marguerite. Non, moi je reste persuadé que pour moi le film a vraiment une force sur ces 3 parties distinctes. Parce que moi ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la première partie, donc, qui est celle de Matt Damon, qui est celle de Jean de Carouge, en vrai, moi vraiment j'ai le sentiment, à la fin de la première partie, j'étais en mode, ok, le mec est... je le voyais pas forcément de façon très négative. J'étais en mode, ok, t'as limite un petit peu de peine pour lui. Et en fait, par rapport à Jean de Carouge. oui, mais sur la première partie. Et après, justement, et dès la deuxième partie, tu vois déjà qu'il y a des trucs qui vont pas, et qu'en fait, la réalité est beaucoup moins belle que ce qu'on veut nous vendre, et encore plus avec la partie 3. Mais justement, moi je trouve qu'il y a vraiment un vrai basculement. En fait, tu te dis qu'en fait, il est vraiment, sans trop en dire, il est primaire. Ah bah oui, mais complètement. C'est... Mais voilà, encore une fois, pour moi, les deux sont des personnes vraiment pas bonnes, voire même très mauvaises. Mais je suis d'accord. Il n'y a même pas de débat, limite parce que tout le personnage, si tu vas aller par là. Je suis d'accord. Mais bon, mais quand même, au final, lui, c'est pas sa femme qui défend, c'est lui. Oui, mais c'est aussi tout est là parce qu'effectivement, il y a un côté effectivement très MeToo, c'est parce etc., que lui s'est senti atteint et qu'il demande réparation. Il ne demande pas de réparation pour sa femme, il demande réparation pour lui. Et en plus, c'est plus parce que sur le côté où il s'est fait dépouiller aussi par Jacques Legris, pour le coup, le viol devient complètement secondaire. Mais vraiment, pour lui. Non. J'entends pour lui. Oui, voilà. Pour lui. Ça reste l'élément central de l'intrigue. De toute façon, lui est comme... Ça reste l'événement du film. À l'époque, ça restait... on est quand même au Moyen-Âge, où une femme, de toute façon, n'avait absolument, strictement aucune importance. Une terre était plus importante qu'une femme. Ah oui, mais complètement. Et le film le montre très bien. Mais après, encore une fois, il y a aussi des espèces d'échos, parfois un petit peu à l'actualité, qui peuvent se faire, qui sont assez, rigolos, j'en sais rien, mais qui sont, encore une fois, il y a un côté un peu didactique et tout ça, donc bref, je sais pas trop comment le dire. Oui, mais à vouloir faire trop actuel par rapport à une époque qui ne l'était pas. Après, il y a le risque de l'anachronisme, mais en vrai, je trouve que c'est plutôt bien géré, parce que bon, les événements restent crédibles par rapport à l'époque, même si, encore une fois, c'est le point de vue qui est important. C'est qu'en fait, le truc, c'est que il n'y aurait pas le 3e chapitre
limite, l'anachronisme était presque inexistant, parce qu'encore une fois, si tu te places uniquement sur les deux hommes, finalement tu te dis, ouais voilà, bah ok, la meuf on s'en fout et tout ça, et finalement c'est un petit peu une baston de qui a la plus grosse presque, plus ou moins. Et justement, ce point de vue féminin est très important, et même si encore une fois, le film le rend important, mais dans le contexte, c'est de l'œuvre, c'est pas... inexistant à l'époque. Mais je suis d'accord. Donc, pourquoi vouloir aussi se mettre dans la mouvance du MeToo, alors que ça n'existait pas? Ça n'existe, mais alors absolument pas du tout. Encore une fois, malgré tout, les événements ne changent pas. Même sur ce point de vue, les événements n'auraient pas changé. C'est juste que, encore une fois, c'est se mettre à la place. Et c'est ça que je trouve encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue que je trouve vraiment très intéressante. Non, moi justement, ce côté, ça m'a dérangé. On avait presque l'impression de voir s'afficher hashtag MeToo, hashtag MeToo, hashtag MeToo. Donc ça devenait trop. Alors que. C'est vrai qu'il y a d'autres films où c'est beaucoup moins subtil, hein, mais. Oui, mais encore une fois, on est tout Moyen-Âge. Faut se remettre dans l'époque, dans le contexte. Ça n'avait pas lieu d'être. Après, le film le montre bien aussi, je trouve, justement. Enfin, je veux dire. C'est vouloir mettre du féminisme là où il n'y en avait pas. Je vois pas l'intérêt de la chose. Et pourtant, c'est mon côté féminin, quoi. Enfin, mais encore une fois, en tant que femme, c'est pour dénoncer certains moments. Non, mais oui. Je vois ce que tu veux dire, mais non, honnêtement, ça m'a pas choqué. Je trouve qu'il n'y a pas un tel anachronisme que ça, parce qu'encore une fois, le point de vue, effectivement, rend le truc très actuel, mais je trouve que malgré tout, les événements qui se passent rendent le tout crédible dans l'époque où ça se passe. Encore une fois. Après voilà, moi du coup sur les petits bémols que j'aurais, donc effectivement sur cette petite redondance, parce qu'en fait il y a quelques scènes qu'on nous remonte, et autant parfois je trouve que c'est vraiment pertinent parce que parfois ça se joue à un plan en plus. Je suis tout à fait et parfois vraiment tu comprends pas l'intérêt, mais par contre il y a vraiment d'autres moments où parfois ça se joue à un angle de caméra, et là je tombe ah putain c'est génial parce que du coup tu pars sur le truc complètement différemment, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Et aussi la toute fin, perso, j'ai vraiment la dernière scène, je sais pas si tu te rappelles, j'étais en mode ouais, mais voilà. Et puis aussi un petit émo sur les scènes de bataille. Alors c'est marrant parce que t'en as genre 3 ou 4 qui sont très courtes à chaque fois. Arrête de dire c'est marrant parce que c'est pas drôle du tout. Hein. Non mais oui. Non. C'était plutôt sanguinolent. Donc... Oui, mais alors justement, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y a 3-4 scènes de bataille qui sont très courtes à chaque fois. Qui sont carrément qui sont limite coupées au moment où ça commence à vraiment devenir, mais justement on sent que c'est une volonté de Ridley Scott, mais voilà, sur ces petits moments il prouve bel et bien que c'est le patron pour ce genre de truc, et il arrive vraiment à faire des scènes de bataille ultra époustouflantes, extrêmement violentes effectivement, où vraiment le sang coule, on sent les coups portés. Et je trouve que vraiment c'est d'une puissance assez folle, et c'est limite presque du coup un peu frustrant quand on voit pas un peu plus, mais je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, ça aussi j'ai trouvé ça très impressionnant. Donc voilà, je suis pas dithyrambique sur le film, je le trouve pas excellent, mais honnêtement, c'était un bon film qui avait plein de bonnes choses, et ouais, enfin voilà, Ridley Scott prouve que dans ce registre-là, quand même, il reste dans les réalisateurs qui savent très bien le faire, quoi. Voilà, il connaît son sujet quand même, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Oui, quoi. Tout à fait, on sent que c'est... D'un côté film d'époque, il maîtrise, quoi. Bien documenté. Voilà, exactement. Et vraiment, et ça sonne vrai, quoi. Même si encore une fois, bon, le fait que ce soit des acteurs américains qui parlent anglais, bon, on l'a vu en version française, qui d'ailleurs est plutôt bonne d'ailleurs. Oui. Mais voilà, encore une fois, ça se passe en France, etc. Ils parlent anglais. Bon, encore une fois, c'est un détail, hein, mais bon, tu peux te dire que pour si vraiment tu veux un truc crédible à fond. Oui, bref, bon, ça fait américain. Tu voulais dire autre chose peut-être sur le film? Non, après je suis à peu près globalement d'accord avec toi. Mais moi Mais t'es un peu en positif, quoi. T'es plus mitigé quand même. Oui. Sur le côté justement. Revoir certaines scènes de fois, entre autres la scène du viol, bon, on a compris. Alors, mais moi ce que je voudrais aussi rajouter un petit peu justement pour ce côté sombre, c'est de dire donc la photographie est continuellement sombre. Ça se passe tout en hiver. Je sais pas si tu as remarqué ça. C'est vrai que c'est très bleu-gris. C'est pour donc ça manque de couleur. Ouais. Cesse de m'interrompre s'il te plaît, ça serait gentil, merci. Donc pour étouffer le récit, donc dans la monochromie, on est d'accord. Et on est bien avec cet hiver permanent et cette monochromie, pardon. Donc c'est bien pour faire mettre en avant l'effet du tableau qui est donc sur le cliché des temps obscurs du Moyen-Âge. Donc justement toute cette période là qui était vraiment... enfin voilà, donc je trouve que ça donc
tout ça pour dire qu'effectivement, Ridley Scott, oui, c'est un grand réalisateur. Bah, techniquement, c'est très abouti. Très grand réalisateur. Ah, oui, bah, donc, il a pu en approuver, c'est sûr. Et c'est vrai que le casting, il n'y a rien à en redire. Ouais, non, donc il ça, c'est vrai que Marguerite est plutôt très belle. Plutôt, ouais. Et moi, une petite mention spéciale pour Adam Driver, bien sûr, mais bon, ça après. Franchement, Matt Damon, à peine reconnaissable. Bon, c'est plutôt Ben Affleck qui est à peine reconnaissable. Je parle même, voilà, j'allais dire, on parle même pas de Ben Affleck, que moi j'ai passé tout pas reconnu, ouais. sans savoir qui c'était, donc c'était pas grave. Il me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Mais parce que par contre, effectivement, Matt Damon, c'est vraiment. Il est laid à souhait. Alors je sais pas pourquoi insister aussi sur ce fait. Il est laid, il est primaire, voire même primitif. Enfin, je sais pas ce qu'on peut lui trouver à cet homme. Il est vindicatif, il est brutal. Ah, je crois qu'apparemment, à part sa mère qui trouve grâce à ses yeux, ouais, mais c'est un peu ça. Franchement, mais encore une fois, je trouve ça intéressant du coup, effectivement. Alors que je trouve, malgré tout, dans la première partie, t'es en mode. Ouais, non, il est peut-être pas si horrible que ça. Mais encore une fois, c'est que la première partie. Et après, oui, très vite, tu vois que non. Ça, mais c'est l'aspect masculin. Parce que franchement, l'aspect féminin, moi, peut-être. Même pas, je l'aurais regardé. C'est pour ça que les différents points de vue sont intéressants. Ouais, okay, voilà. Mais bon, mais sinon, autrement, excellent film. Allez-y. Et puis vous une idée par vous-même. De toute façon, ce sera le plus simple. Non, mais juste aussi pour revenir sur Adam Driver, c'est vrai qu'il est très très bon, que ce soit pour jouer le séducteur, pour jouer le mec horrible, ou enfin, il a tellement un visage un peu angélique. Ouais, il fait le boulot avec le vice qui convient. Hein, c'est exactement ça. Pas de problème. Voilà. Et aussi, juste pour finir, petite mention spéciale aussi pour Alex Lauter qui joue le roi, le jeune roi, que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment génial dans ce petit rôle très sadique. Je le trouve génial, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et tu sais ce que je t'avais dit, il m'avait beaucoup fait penser à donc dans Game of Thrones oui, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait le jeune roi là aussi, oui, Geoffrey. Geoffrey, le fameux Geoffrey, ouais. Pareil, il avait ce même côté sadique. Ouais, donc voilà pour ce dernier duel de Ridley Scott. Je sais pas si tu iras voir toi le House of Gucci. Je sais pas. Moi honnêtement, je sais pas. D'ailleurs, qui est encore avec Adam Driver d'ailleurs encore. Driver, et Lady Gaga, mais bon, à voir. Bon. En tout cas, Ridley Scott est toujours là et c'est plutôt cool. Voilà pour le dernier duel. On enchaîne avec moi tout seul. First Co, réalisé par Kelly Reichardt. Je sais pas du tout comment on prononce, c'est terrible, je suis désolé. Alors c'est un film qui avait un parcours un peu spécial parce que donc il est sorti, je crois, l'année dernière aux États-Unis. En début d'année, il était sorti sur la plateforme Mubi en France. Donc il était accessible pour les abonnés Mubi. Et après donc il est sorti en salle donc fin octobre. Donc il sort en salle après avoir été diffusé sur la plateforme de streaming, ce qui est assez rare, mais apparemment bon bref, en même temps Mubi c'est oui, alors c'est très privatif. Pardon, alors oui, effectivement, Mubi c'est plutôt un truc de cinéphile de niche, un petit peu, effectivement, c'est pas aussi grand public qu'un Netflix ou quoi. Mais non, mais voilà, mais du coup, c'est intéressant que le film soit proposé sur une plateforme de streaming et après, du coup, qu'il arrive en salle. Mais moi, du coup, je suis content parce que du coup, je peux le découvrir en salle et j'en suis ravi. Et donc voilà, donc Kelly Reichardt qui est une réalisatrice américaine qui déjà a fait quelques films auparavant, et donc là, je découvre son cinéma avec ce film. Et j'ai trouvé que c'était une introduction à son cinéma que j'ai trouvé vraiment passionnante. Alors c'est un film qui a un rythme très lent pour le coup, il dure que 2 heures, donc encore une fois c'est pas pour tout le monde, faut s'accrocher, c'est vraiment un film où faut être vraiment captivé ou sinon c'est mort. Et voilà, et en tout cas moi j'ai été captivé, je trouve le film encore une fois vraiment passionnant parce que déjà il y a des images absolument sublimes, il y a un format particulier sur le film, je crois que c'est du 1,45, enfin c'est pas très loin du 4/3 en gros, donc il y a des grosses bandes noires sur les côtés, mais je trouve que ça donne un charme certain au film. Donc voilà, très belles images, excellente mise en scène. Il y a donc voilà, le film c'est surtout une amitié entre deux hommes. Alors attends, ça se passe à quelle époque? C'est aussi un film. Alors c'est un espèce de western, plus ou moins. C'est au début du 19e siècle que ça se passe. C'est quoi le titre déjà? First Co, première vache. Oui, d'accord. Donc voilà, donc ça se passe en Oregon. Donc au début du 19e siècle, en gros, voilà, donc c'est deux amis qui vont tenter de faire fortune en vendant des beignets qu'ils arrivent à faire avec donc la première vache qui a été introduite dans le pays. Alors voilà, enfin dans le film c'est mieux expliqué. Bref, bon voilà, c'est juste pour poser un contexte.
Bon voilà, en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment très beau. Le duo principal, justement, ce duo d'amis est vraiment irrésistible. Je trouve que les deux acteurs sont géniaux. Leur alchimie fonctionne parfaitement et vraiment, donc ils sont ultra attachants et c'est qui? Et ils portent l'histoire complètement. Alors, c'est pas des acteurs très connus, c'est John Magaro et Orion Lee. Alors, John Magaro, peut-être que tu l'as vu. Attends. Non, je crois qu'il est joué dans un film ultra connu, en fait, non. Enfin bref, en tout cas, ils sont tous les deux, je trouve, très très bons. Et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que la scène d'introduction du film, donc qui se passe plus ou moins bien après l'intrigue principale, du coup, en fait, t'as l'impression en fait, que c'est un espèce de... Ça va se finir comme ça. En fait, le film te prévient en mode ça va se finir comme ça, c'est un peu comme s'il y avait une épée de Damoclès sur les personnages dès le début. Et du coup, pendant tout le film, tu te mets plus ou moins à stresser sur ce qui va arriver, sur la suite des événements. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et surtout, ce qui est génial, c'est que finalement, à la fin du film ne donne pas vraiment la réponse par rapport au début. Et encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment génial. Enfin voilà, en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de voir d'autres films de cette réalisatrice. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Encore une fois, voilà, c'est un rythme lent, faut s'accrocher. Mais si vous êtes sensible aux belles images et donc à ces personnages, je pense que vous pouvez vraiment aimer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'étais pas serein honnêtement quand j'y suis allé, honnêtement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je ne regrette pas de l'avoir découvert en salle et d'avoir attendu la salle pour le découvrir. Voilà. On passe au Peuple Loup, le Peuple Loup, réalisé par Tom Moore et Ross Stewart. Alors, qui est un film d'animation. Alors, il me semble qu'il est multi-nationalité, peut-être que tu me confirmeras ça. Je sais pas si tu l'as noté. T'as pas noté. Très bien. Alors, non. J'ai juste vérifié ce que dit Wikipédia. Non, c'est juste à noter que c'est le deuxième film que je suis allé voir en salle avec toi en l'espace d'une semaine. C'est vrai qu'on l'a vu, enfin, on l'a vu ensemble et c'est vrai que c'est assez rare que. Alors attends, il n'y a pas de Wikipédia. Yes. Excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Ah, ok. Non, voilà. C'est ce que j'avais vu le résumé, puis j'en avais entendu parler dans le magazine de Canal+. Le 5 Oui, voilà. Oui. Et franchement, voilà, les 2 ou 3 images que j'ai vues, des scènes, m'avaient dit tiens, ça doit être beau. Oui, mais moi c'est surtout qu'effectivement, j'avais pas entendu parler du film, mais c'est surtout qu'il a vraiment eu de très très bons retours dès le début. Tout le monde en parlait en mode c'est trop bien et tout, donc je me suis dit bon, let's go. Et donc voilà, et donc du coup c'est un film, donc c'est une coproduction irlandaise, néerlandaise et française. D'accord. Voilà, c'est vraiment un film très européen finalement. Donc voilà, je sais pas si est-ce que tu vas résumer l'histoire dans ton truc ou pas du tout. Oui. Bon, ok. Moi, à la limite, je vais commencer. Si tu veux. Voilà, ça me va. Commence. Parce que donc le Peuple Loup, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, splendide, enfin très 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 beau. L'histoire est juste sublime. Donc ça se passe en Irlande, pays donc des superstitions et de la magie. Et donc c'est pareil, je sais pas trop situé, mais enfin c'était quoi, Moyen-Âge, juste après, enfin c'est à peu près dans ces périodes-là aussi, de toute manière. C'était au XVIIe siècle. Ouais, c'est aussi la période où il y avait donc comment dire, je sais pas s'il y avait la guerre à ce moment-là, mais enfin en tout cas l'antagonisme entre l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Angleterre, voilà, entre les Irlandais, et donc voilà. Et c'est l'histoire de Robin, qui est une petite fille de 11 ans, dont le père est chasseur de loups. Et donc, un jour, lors d'une battue en forêt, Robin va rencontrer une autre petite fille, qui s'appelle Meb, et qui est une petite fille le jour, et qui devient louve la nuit. Et donc là, on va suivre donc l'évolution de leur découverte, l'évolution de leur amitié, et puis va s'en suivre après plein de péripéties. Et en fait, petit à petit, Robin, qui apprend à connaître le Peuple Loup, va finir aussi par rejoindre ce peuple et s'apercevoir que la menace au niveau du village ne vient pas des loups, mais bien des hommes. Donc donc c'est à la fois magique, écologique, puisqu'on peut le dire de toute façon, puisque bon, c'est vrai que on assiste quand même à la destruction des forêts par les hommes. Ouais, non, mais il y a clairement sous-texte, effectivement. Donc, oui, non, c'est très, voilà, donc, et à côté de ça, c'est d'une pure merveille, c'est tellement beau,
Les dessins sont magnifiques, les paysages, bah oui, parce qu'il y a des paysages, même si c'est un film d'animation, et t'as coupé le souffle. La transformation de Robin en louve, pareil, c'est génial. J'ai pas réussi à retrouver le mot, c'est qu'ils deviennent des Wolfwalker, ouais, c'est ça. Wolfwalker, ouais, c'est ça. Le nom en VO d'ailleurs, c'est Wolfwalkers. Voilà, tout à fait. Original, mais c'est ça. Ouais. Tout à fait, voilà. Donc c'est juste merveilleux. Ça peut être pour un enfant, enfin, c'est pour tous les publics. Quand même qu'il soit un petit peu grand, parce qu'il faut quand même qu'il puisse comprendre l'histoire. C'est pas pour les tout petits. Voilà, tout petits, mais sinon autrement pour des pré-ados, enfin, voilà, ouais. Et même jusqu'aux grands, et franchement, c'est... Et puis le message est tellement beau, c'est vraiment un message profond, d'amitié, de culture, de cette civilisation, puis d'apprendre en plus ce que c'est que le loup n'est pas qu'un animal que l'on dit qui cherche uniquement à tuer les moutons, enfin, parce que le loup s'attaque pas à l'homme, donc a priori il n'y avait pas de menace au niveau de l'homme, mais par contre l'homme s'attaque beaucoup au loup, et je veux dire même encore aujourd'hui on entend plein d'histoires, voilà, donc enfin franchement moi je recommande. Il faut y aller parce que c'est trop beau. Oui, moi je suis complètement d'accord, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Effectivement, je trouve que c'est un enchantement visuel et sonore absolu. Le personnage est attachant, effectivement, le texte intelligent. Il y a de très belles idées de mise en scène aussi, je trouve. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait des purs moments de grâce et de poésie. Vraiment, des moments où le film ne parle pas et on se laisse porter par les images. Et j'ai personnellement, je pense que toi aussi, j'ai adoré la musique du film, qui est composée par Bruno Coulet, qui est un compositeur français que j'aime beaucoup. Exactement, qui a fait la bande originale des choristes, ou encore de Brice de Nice. Oui. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Mais j'ai adoré la musique. Non, honnêtement, alors même si effectivement, donc c'est un style très loin de la 3D actuelle mais tout à fait, mais justement, c'est ça qui justement le rend magnifique. Mais honnêtement, que ça reste sur des dessins. Mais malgré tout, je trouve que vraiment dans le côté, dans ce que ça raconte, dans la façon dont ça la raconte, et vraiment avec les vraies fulgurances qu'il y a, ça a clairement le potentiel presque d'un Pixar selon moi, et pour moi c'est un gros compliment. Quand t'as Pixar, voilà, j'adore. Non, vraiment, il y a vraiment des moments où j'ai vraiment été à fond dans le truc, j'étais vraiment emporté complètement par c'est vrai, par les moments de vraiment encore une fois de grâce et de poésie. C'est vraiment les deux mots pour moi qui résument le mieux le film. Même j'y suis allé d'une petite larme. Mais moi je sais pas, il y a vraiment des moments où je trouvais ça tellement c'était très émouvant. Encore une fois, l'image et le son se mariaient parfaitement et je trouvais vraiment que c'était sublime. Voilà, le seul tout petit bémol que j'aurais vraiment, c'est vraiment pour pinailler, c'est que je trouve dans la narration du film, après encore une fois c'est un film aussi un peu pour enfants entre guillemets. Voilà, dans la narration les événements sont assez attendus. C'est-à-dire que assez vite, tu sais à peu près comment ça va finir. Oui. Voilà, mais c'est vraiment le petit bémol. Après, en même temps, l'histoire est presque un prétexte finalement pour raconter finalement plein d'autres trucs. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave. C'est le seul bémol que j'aurais, mais vraiment c'est pour pinailler. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un des films de l'année pour sûr. Il y a même pas que l'histoire soit attendue, oui, mais parce que de toute façon, très vite. Tu prends fait et cause en fait pour le peuple loup. C'est ça, voilà. Donc effectivement, tu te dis que ça ne peut finir que bien pour le peuple loup. Ouais, bon, rien n'est sûr, mais oui, après... Mais voilà, donc en tout cas, tu l'espères, tu le souhaites. Voilà, tu attends ça avec impatience que ça se termine bien pour eux. Quoi, voilà. Non, mais magnifique. Donc effectivement, c'est aussi génial que tout le monde le dit, donc si vous pouvez y aller, foncez sans hésiter. Ah ouais, non, voilà, et largement. Dernière sortie de 2021 en salle, c'est Pig, réalisé par Michael Sarnowski avec Nicolas Cage. Je crois qu'il est là, il revient dans un rôle... principal, ça faisait dans un film plus ou moins sérieux, ça faisait déjà quelques années qu'il était un petit peu... Et c'était mis en retrait en fait. Ouais, c'est ça, puis même les rares rôles qu'il avait, c'était des trucs un peu perchés et tout. Ouais. Là, il revient sur un film alors très particulier, je vais y revenir. Perché aussi, parce qu'à mon avis, déjà rien que le titre... Non, alors c'est pas un film perché pour le coup, non, honnêtement. Non, mais c'est un film surprenant, parce qu'en fait, le synopsis, en gros, donc c'est un espèce de... Donc le personnage de Nicolas Cage est un espèce d'ermite cuisinier. Qui en fait donc à l'aide de sa truie truffière
donc il trouve des truffes. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'en fait il arrive à vivre. En fait, il vend des truffes à un mec qui va le voir régulièrement. Sauf qu'un jour, il va se faire attaquer et des gens vont lui voler sa truie. Et donc il va être obligé de revenir en ville pour en gros affronter son passé et se remémorer des trucs. Bref. Et donc là, vendu comme ça, t'es un peu en mode, ça fait penser un peu à John Wick. Tu vois, genre. C'est pas perché, mais tout le monde n'est pas non plus, si tu veux, accompagné d'une truie. Mais bon. Non, voilà. Ouais, mais le film insiste beaucoup sur la relation entre lui, parce qu'encore une fois, c'est un peu, je sais pas, comme par exemple Will Smith et son chien dans Je suis une légende. Oui. John Wick et son chien également dans John Wick. Tout à fait. Où là, en plus, c'est même un contexte où il venait pas sa femme, etc. C'est le cadeau de sa femme, tout ça, etc. Et donc, du coup, quand c'est pareil, tu te dis, bah, ça va être comme John Wick, il va péter un câble. Et en fait, non, c'est l'inverse complet. C'est vrai que là où tu entends un film de vengeance, etc., en fait, c'est l'exact opposé. Et c'est en ça que du coup, que c'est une espèce de anti-John Wick que j'ai trouvé. Du coup, en fait, c'est un film très touchant. Tu t'attends à un énorme truc de violence, etc. Finalement, non. T'as une scène de violence, c'est encore vite fait, donc justement quand il se fait attaquer. Mais du coup, après ça, le film joue constamment les attentes. Il y a plein de moments où on te dit là, ça a pété, là, ça a pété. Et en fait, non, jamais. Toujours, ça va être désamorcé. Constamment, tu te dis, il va péter un câble, jamais. Et donc, j'ai trouvé ça frustrant et en même temps intelligent parce que finalement ça va complètement dans le principe du film et dans ce que ça raconte. Et donc c'est un film qui arrive à être touchant du coup pour cet aspect-là. Et donc les acteurs sont excellents. Effectivement, Nicolas Cage est de retour en grande forme. Enfin, il tient parfaitement son rôle. Il est vraiment à la fois touchant et en même temps vraiment magnétique. Et tu sens vraiment qu'il y a beaucoup de choses dans ses yeux, etc. Enfin, tu sens qu'il y a un passif par rapport à ce personnage et c'est vraiment très impressionnant. En plus, c'est plutôt bien réalisé aussi. Il me semble que c'est un premier film, si je dis pas de conneries, et c'est vraiment bien réalisé. Il y a aussi une musique que j'ai trouvé très agréable. Alors, il y a pas mal de citations de musique classique, mais mélangées à des trucs un peu originaux et ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, effectivement, le film a pour moi l'intelligence de déjouer complètement les attentes, quasiment à chaque fois. Et donc pour un espèce effectivement de une quête un espèce de film une quête de rédemption sous fond de cuisine parce que malgré tout l'aspect cuisine parce que c'est un chef cuistot est très mis en avant et j'ai trouvé ça encore une fois très intéressant et assez original dans la façon dont c'est traité. Donc voilà, c'est un bon film, je l'ai pas trouvé transcendant mais honnêtement justement dans ce côté anti John Wick et anti film de vengeance, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, donc encore une fois, il faut savoir ce que vous allez voir, c'est pas du tout un film d'action, un thriller, mais justement c'est l'opposé total. Si vous partez de ce principe-là et que le pitch vous intéresse, honnêtement, je vous recommande d'y aller. Et encore une fois, si vous voulez voir le grand retour de Nicolas Cage, après en même temps, un peu de tendresse dans ce monde de fou. Mais c'est exactement ça. Pas mal, et voilà, et justement, donc c'est un film très doux qui fait vraiment du bien et. C'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, et c'est en ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, Pig, Michael Sarnowski, je vous le recommande. Voilà pour les sorties de 2021. On va essayer d'enchaîner un petit peu vite. On enchaîne avec les films d'avant 2021 et on commence avec Diva, réalisé par Jean-Jacques Benex, sorti en 1981, premier film de Jean-Jacques Benex. Si oui, avant qu'il ne réalise 37 le matin. 39. La Lune dans le caniveau, oui. 37 le matin. 37 le matin, c'est ça. Enfin, après, il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, ce Diva est son premier film. Donc, film français, parce que Jean-Jacques Benex est un réalisateur français. Toi, tu l'avais déjà vu avant, quand je. Ah oui. Oui, on est d'accord, voilà. Ah oui, oui. Donc, moi, j'ai découvert, toi, tu l'as revu, du coup. Ah, revu. Ah, tu veux dire un truc ou pas spécialement? Non, c'est un film je vais faire vite après. Qui mérite d'être connu en tout cas. Si on connaît pas, et qui a quand même, c'est un petit film parce que c'est pas non plus. Ah, c'est vraiment un petit film. Oui. Voilà, mais qui a eu et qui a son fan club, hein, parce que Diva est souvent cité dans références cinématographiques. Donc voilà, non mais donc il fait partie de ces films qu'il faut voir. Non, parce que moi, pour le coup, moi, Jean-Jacques Benex, de nom, ça me parlait, mais c'est vrai que je le connaissais à peine. Et voilà, bon, Diva, effectivement, c'est un film que je ne connaissais pas avant. Et c'est vrai que c'est un peu toi qui m'en as parlé. Et donc, ouais, donc j'ai trouvé que c'était un premier film singulier. C'est vraiment le mot, je trouve que, encore une fois, c'est un style particulier, je trouve, dans sa narration, dans sa façon de raconter son histoire. Mais donc singulier, mais malgré tout attachant par rapport à ses personnages. Encore une fois, très singuliers, mais qui sont attachants à leur manière. Et surtout, j'ai trouvé que la mise en scène était vraiment excellente. J'ai adoré la mise en scène. Je trouve qu'il y a plein de mouvements de caméra que j'ai trouvé. Pour ça, c'est toujours très chiadé. Ah ouais, non, ça m'a rappelé. C'était pas complètement comparable, mais malgré tout, j'ai retrouvé un petit peu parfois la folie
comment dire ça, dans les mouvements de caméra de Palma. Où vraiment, donc c'est une caméra qui est un peu tremblante. S'attache beaucoup à certaines scènes, il y a certaines prises de vue des personnages. Exactement, il y a quelques scènes de poursuite notamment, ça m'a beaucoup marqué, où vraiment t'as une caméra extrêmement immersive, au cœur du truc, et, tout à fait. Et ça permet des mouvements de caméra, et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Donc j'ai vraiment adoré ça. Et pour le coup, il faudrait que tu regardes La Lune dans le caniveau. Ouais, non, mais bon, mais en vrai, ça m'a donné envie de voir d'autres films de Benex, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment. Après 37.2, bon. J'ai été frappé par la mise en scène. Et voilà, et puis les acteurs sont plutôt bons. Alors, petite anecdote, il y a un jeune Gérard Darmon qui a une coupe improbable. Et vraiment, et juste pour ça, il faut voir le film, sans déconner. C'est un plaisir, donc ouais, ça va être un de ses premiers rôles, et vraiment, c'est un plaisir. Bon, il joue un méchant, entre guillemets, mais vraiment, faut le voir. C'est juste trop beau pour le voir, enfin pour le croire, limite, pardon. Donc juste pour ça, il faut le voir. Donc voilà, après, malgré tout, voilà, je dirais quand même que le film est justement un peu bancal dans sa narration, ou parfois, donc l'histoire, encore une fois, qui presque sert un peu de prétexte aussi pour faire certains trucs, où du coup tu te dis qu'il y a certains trucs qui manquent un peu de crédibilité, ou parfois tu te dis parfois c'est un peu trop complexe pour pas grand chose finalement, alors que le film est assez simple dans l'idée. Mais voilà, après voilà, honnêtement, j'ai vraiment trouvé que j'ai vraiment été surpris et agréablement par le film. Donc voilà, j'étais assez séduit par l'ensemble, et si vous êtes encore une fois sensible à la mise en scène, comme moi, je vous recommande à fond le film parce que je trouve que vraiment la mise en scène est vraiment très impressionnante. Non, puis la musique est... La musique est cool aussi. Parce que pour le coup c'est marrant parce que donc, le diva du titre, personnage important dans le film, mais malgré tout pas tant que ça finalement, je trouve que c'est presque un peu secondaire. Elle est prétexte à. Voilà, c'est un peu ça. Mais encore une fois, c'est intéressant parce qu'encore une fois le film peut plus ou moins déjà aussi dans l'attente par rapport à ça. Mais non, enfin ouais, bonne surprise, honnêtement j'ai vraiment bien aimé le film et je vous le recommande. Et donc effectivement ça m'a donné envie de voir d'autres films de Benex, donc wait and see comme dirait l'autre. Non, c'est parce que ce qui m'a fait penser, c'est parce que tu parles de cette façon qu'il a de filmer. Et La Lune dans le caniveau, c'est un peu pas le même principe quoi. En fait, si tu veux, c'est... Alors je veux pas expliquer le film, mais t'as... Alors je sais pas si c'est la scène d'introduction, ou en tout cas on le voit à un moment, c'est que t'as une rue où il a plu, donc la rue est trempée, et tu as la lune qui se reflète dans l'eau. D'accord, ok. Dans le caniveau. D'accord, oui, d'où le titre. D'accord, je vois. Voilà, donc tu vois, c'est déjà pour te dire le genre. Ouais, il y a un côté très symbolique un petit peu dans le. Voilà, dans tout à fait. Ok, mais intéressant, mais. Donc pourquoi pas l'occasion. Deuxième et dernier film des films d'avant 2021, je vais y arriver, c'était SOS Fantôme, réalisé par Ivan Reitman, donc sorti en 1984. Un film culte, hein, s'il en est, tout de même, malgré tout. Hein, Ils en sont à combien? 3, 4? Bah là, effectivement, il y a le troisième film qui va sortir, enfin l'héritage qui va sortir là bientôt, là. Effectivement, avec des jeunes et avec Paul Rudd aussi. Qui est dedans. Bref. Donc voilà, donc moi j'avais jamais vu. Qui, ceci dit en passant, juste petite aparté, Paul Rudd a été élu. Oui, j'ai vu ça. L'homme le plus sexy du monde cette année, ouais. Donc. Bon, ouais, il y a pire, hein. C'est pas faux. Ah, il y a pire, hein. Mais... oui, c'est. Voilà, mais. Ouais, j'ai vu ça. C'est juste parce que comme tu as parlé de. Ouais, j'ai vu, c'était marrant. Ça m'a fait sourire aussi. Ah ouais, bon. Bref. Mais voilà. Donc oui, SOS Fantôme, film, ouais, encore une fois, film culte s'il en est, culte pour toute une génération. Surtout pour la musique. Voilà, parce que le tube a été, mais voilà, le Ghostbusters de Ray Parker Jr. a été. Ça a duré des semaines. C'est iconique, etc. Il y avait aussi le personnage, enfin le trio de tête, Bill Murray, Dan Aykroyd et je sais plus qui est le troisième d'ailleurs, excusez-moi, je vérifie juste vite fait le troisième acteur. Moins connu, il me semble. C'était Harold. Non, d'ailleurs, ils sont même 4 et même 5. Oui, enfin bon. Je sais plus, bon, bref. Bon, après, c'est surtout de Bill Murray. Et après, il y a eu un SOS Fantôme aussi où il y avait que des nanas. Enfin, oui, c'est vrai. Ah oui, donc du coup, c'est le quatrième film, effectivement. Parce que oui, voilà. Après, il y avait les SOS Fantôme. Oui, bon. Enfin, pas faux, qui était plus récent. C'est une déclinaison de. Oui, bref. Enfin, oui, c'était plus un spin-off, bref, voilà. Et aussi, donc, il y avait aussi. Sigourney Weaver aussi au casting. Oui, tout à fait. Ah bah ça, oui. Qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est quand même, parce que bon, on la voit quand même un peu, comment dire, oui, comme on n'a pas l'habitude de voir Sigourney Weaver. C'est sûr que dans Alien, c'était pas. Ah non, c'était pas le même délire, c'est sûr. Donc, voilà. Enfin, bon, en tout cas, encore une fois, je sais pas si tu veux dire un peu sur le film. Juste que je l'ai revu et ça faisait quelques années que je l'avais pas revu, alors bien que, de toute façon, je l'ai vu au cinéma quand il était sorti à l'époque. Et je l'ai peut-être bien vu déjà 4-5 fois, enfin, ouais. Mais j'ai trouvé quand même que pour le coup, la dernière fois où je l'ai vu, elle prend un coup de vieux quand même. Hein. Bah, je dois avouer que ça a été un peu une douche froide de mon côté. En fait,
je trouve que... Enfin, en fait, ouais, je pense qu'effectivement, le truc principal, c'est que ça a mal vieilli. Mais c'est curieux, hein, parce que pourtant... Pourtant, je sais que c'est un film quand même qui a une certaine réputation. Et puis, c'était un film innovant à l'époque, parce que déjà, rien que le sujet traité, déjà, je suis d'accord. Mais bon, je trouve que... Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça n'a pas vieilli que dans le côté visuel, encore que visuellement, c'est pas non plus horrible. Non, c'est vraiment dans le côté... Réplique, non? Ouais, et même... Situation. Et même aussi dans la narration, je trouve, du film, que j'ai trouvé très bancal, parce qu'en fait, je trouve que le film est construit de façon... Alors, parce que certes, du coup, il se passe toujours quelque chose, le rythme est très soutenu, mais en même temps, je trouve que tu n'arrives pas vraiment à t'attacher au personnage, je trouve que les relations entre les personnages ne sont pas claires, je trouve que les événements s'enchaînent et en fait, j'ai l'impression qu'on rate tout ce qui est intéressant, limite presque, qu'on se concentre sur les trucs qui sont un peu secondaires, et donc j'ai été un peu déçu par ça. Et pour ouais, je trouve que ça manque de fluidité en fait. C'est vraiment. Il y a un truc qui m'a manqué, que je saurais pas expliquer. Et pourtant, je trouve que ça commençait vraiment bien. Je trouve que la scène d'introduction est vraiment très réussie. Bill Murray, qu'est-ce qu'il fait ringard quoi. Bah, c'est vrai que je trouve que Bill Murray cabotine beaucoup. Ah ouais, non. Je l'ai fraîchement trouvé. Non, honnêtement, j'ai pas accroché. Non, mais je trouve que les personnages. Ouais, c'était peut-être un mot un peu fort, mais je trouve qu'ils étaient assez insignifiants en fait. Je trouve qu'ils sont pas attachants, je trouve qu'il n'y a pas ce côté. Il y a pas. Enfin, dans le trio, même quatuor après, je trouve qu'il n'y a pas cet esprit de camaraderie qu'il faut qu'on pourra s'attacher à eux. Je trouve qu'il y a un truc qui prend pas, et pourtant, c'est pas un problème de casting, hein, parce que les acteurs sont bons, mais je trouve que dans les relations entre les personnages, il y a un truc qui manque. Pour moi, il y a un truc qui manque. Et pareil aussi, je trouve aussi effectivement les effets spéciaux, malgré tout, sont quand même assez inégaux. Hein. Autant t'as des trucs réussis, notamment l'espèce de gros. Chamallow Man là, qui est pour le coup est assez réussi je trouve encore. Voilà, un peu par contre dans les photos en tant que telles, bon il y a forcément des effets un petit peu vieillots forcément. Et puis même en termes de mise en scène, j'ai trouvé que c'était pas flamboyant. C'est vrai que les monstres pour le coup sont mieux réussis dans Men in Black, mais bon. Oui voilà, bon après c'est plus récent aussi. Oui, mais bon, bref. oui, non mais tout à fait. Donc voilà, alors voilà, mais bon. c'est pas un mauvais film. Mais ça reste quand même un moment sympa à passer, franchement. C'est sympa, mais honnêtement vraiment sans plus pour moi, et donc j'avoue que voilà, je suis quand même un peu, pas déçu parce que c'est pas forcément un film que je voulais voir absolument, mais ouais, petite douche froide quand même, j'attendais un petit peu mieux quand même, par rapport à la réputation du film. Donc voilà, je pense que ça a bien vieilli en fait, je pense que c'est vraiment t'as des films qui vieillissent plus que d'autres, et là c'est clairement l'exemple typique, voilà. Donc voilà, ça arrive aussi de moins aimer des trucs cultes, ça arrive. Voilà pour les sorties les films par en 2021. Enfin, on y arrive, le vice-versa. Donc on rappelle le principe, enfin je rappelle le principe bien sûr. Donc on impose un film à l'autre selon un thème. Donc on a déjà fait pas mal de trucs, hein. On a fait des films non américains, on a fait 2 films d'un même réalisateur à 2 périodes différentes de sa filmographie. La dernière fois on avait fait quoi déjà? Les réalisatrices. Non, c'était pas ça? Oui, c'est ça. Donné la son de piano avec John Campion. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. C'était le film réalisé par des femmes. Et où j'avais eu American Sniper. Non, ça c'était Clint Eastwood, ça. C'était Clint Eastwood. Mais non, des films réalisés par des femmes, c'est. Non. Ah oui. Donc, oui, non, ça c'était encore avant ça. Et c'était quoi alors que j'avais eu comme film? Non, t'avais eu One Night in Miami. Ah, One Night in Miami. Oui, exact. Donc, après aussi. Réalisatrice. On avait aussi fait Dune. Enfin, il n'y avait pas oui. Enfin, c'est pas vice versa, mais il y avait. L'avant-après. Voilà. Oui, d'accord. Bon, bref, donc le dernier véritable vice versa, c'était donc les films réalisés par des femmes. Oui. Et donc cette fois-ci, le thème, il fallait prendre des films qui étaient issus de l'ouvrage 1001 films à voir avant de mourir. Donc, qui est un livre de cinéma qui existe depuis maintenant, je crois, 15 ans. Je crois que le premier numéro était sorti en 2006, donc voilà, qui répertorie 1001 films. Pas forcément les 1001 meilleurs films du monde, en tout cas les 1001 films qui ont eu un impact à un moment donné sur toute la culture cinématographique finalement, donc des films, tous les premiers films jusqu'à des films bien plus récents. Et donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, Diva est dans le bouquin, il me semble qu'aussi Essos Fantôme est dedans également. Donc voilà, donc des films issus de ce bouquin-là. Qui veut commencer Est-ce que tu veux commencer plutôt? Ou est-ce que tu veux que je commence? Non, comme tu veux. Franchement, Bon, je vais commencer. Je vais commencer parce que moi, en vrai, je pense pas que ça va être ultra long. Donc, de mon côté, pour donc, ce vice-versa, le film que tu m'as imposé, donc il s'agit de Certain Lame Show, réalisé par Billy Wilder, sorti en 1959. Donc, comédie. Oui. Comédie romantique. Comédie romantique, dramatique. Elle est classée comme telle. Oui, c'est vrai. Donc effectivement c'est plutôt une comédie, et on y reviendra. Du coup, déjà c'est pour les films de Billy Wilder que je vois, en sachant que Billy Wilder, je sais, est un grand cinéaste, il est souvent cité pour 2 films aussi qu'il a fait, par exemple, il me
semble que c'est lui qui avait fait Sunset Boulevard. Il a fait pas mal de films quand même, parce qu'on considérait que... Je crois qu'il a dû tourner avec les plus grands acteurs et plus grandes actrices de son époque, donc bon. Ça, il a fait La Garçonnière, Assurance à la mort, des trucs Jack comme ça. Lemmon. Exactement. Bref, donc grand réalisateur américain. Et donc c'est le premier film de Billy Wilder que je vois par l'intermédiaire, je vais y arriver, de certains shows. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très honnêtement, j'ai été un peu décontenancé. Je vais y venir. En fait, c'est marrant parce que tu sais, souvent, une fois que j'ai vu un film, j'aime pas en parler juste après, tu vois, parce que ça décante. Mais malgré tout, tu vois, pour décanter, il faut bien une petite heure, tu vois, vite fait. Là, honnêtement, même le lendemain matin, après l'avoir vu, j'étais en mode, je sais toujours pas ce que j'en ai pensé. Mais je te jure, c'est vraiment. Alors, c'est dans le truc, tu vois, c'est ça. Mais dès que le film était terminé, j'étais en mode. Putain, je sais pas comment le prendre en fait. Mais c'est rare, hein, mais vraiment, j'étais incapable de parler sur le film, les heures qui ont suivi. Et vraiment, ça m'a vraiment mis beaucoup de temps pour que ça décante et tout ça. Et donc, encore une fois, c'est vraiment rare. Et si bien j'en suis venu à me demander si, je sais pas, si c'était que j'étais pas dans les bonnes conditions pour le voir, peut-être que je l'ai vu dans le mauvais soir ou tout ça, enfin, j'en sais rien. Ça n'empêche pas que j'ai aimé le film malgré tout, mais je l'ai pas adoré. Alors, pourtant, je sais que c'est un film qui est quand même ultra réputé, qui a quand même une cote assez folle, qui est culte pour plein de gens, et là, pour le coup, peut-être encore plus à raison par rapport à SOS Fantôme, même si c'est pas comparable, mais bon, bref. Mais, et d'autant qu'en plus, effectivement, bon voilà, donc, cette histoire donc, de ces deux hommes qui doivent se travestir pour intégrer un orchestre. En fait, ce qui est peut-être pas assez précisé, c'est que c'est le jour de la Saint-Valentin, le Saint Valentine's Day, donc à Chicago. Je crois que c'est à Chicago, enfin bon bref, en tout cas avec la pègre. Et ce jour est resté mémorable puisqu'il y a eu donc le massacre de la Saint-Valentin. Et il se trouve qu'ils assistent justement à un règlement de compte entre mafieux. Parce que c'est aussi un film de gangster plus ou moins. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais voilà, mais vraiment dans cette idée principale quand même du film, qui est donc ces deux hommes qui doivent se travestir pour intégrer un orchestre féminin, exclusivement féminin. Donc avec notamment Marilyn Monroe dans cet orchestre. Ou donc effectivement, je pense... du ukulélé. Oui, c'est vrai. Déjà pour situer. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant dans ce film, et encore une fois, il faut remettre dans son contexte, c'est que donc là, on est fin des années 50. C'est un film qui traite de façon assez décomplexée, de façon assez, je pense, nouvelle, justement des trucs très modernes finalement aujourd'hui, mais voilà, des questions sur l'homosexualité, sur la transidentité, des genres de trucs. C'est ça. Qui je trouve très intéressante, et honnêtement... Là, on pourrait se dire que ça a mal vieilli. Honnêtement, non, je trouve que... Non, enfin, comment c'est présenté, la façon... c'est pas vu sous un angle forcément un peu moqueur, etc. Même si le film, parfois, joue un peu de ça, mais je trouve que c'est jamais dévalorisant ou c'est jamais insultant pour quelque communauté que ce soit, et j'ai trouvé ça quand même assez bien vu. Ça, c'est vrai. Le film a un côté vraiment très moderne, entre guillemets, de ce point de vue-là, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et encore une fois, effectivement, je pense que c'était un des premiers films vraiment à le faire de façon... en plus comme ça, encore une fois, je pense qu'il a fallu quand même beaucoup de temps pour que le cinéma, encore une fois, grand public, entre grosses guillemets, s'intéresse à ce genre de thématique. Donc, en ça, le film est réussi. Les seuls bémols, moi les bémols que j'ai, c'est que justement sur le côté comédie, j'ai très peu ri. Et même, alors si tu disais qu'effectivement, apparemment j'avais souri 2-3 parce qu'effectivement il y a quand même 2-3 trucs rigolos, cocasses, mais de là à terre, je me suis esclaffé, déjà jamais. Et je sais pas si c'est en fait le côté, parce que parfois en fait le film arrive presque à mettre un peu des trucs de cartoon à certains moments, ou notamment dans ces courses poursuites où il y a vraiment un côté un peu décalé, où parfois le film use des ellipses qui ne sont pas crédibles, mais le film les assume complètement. Et donc du coup, je sais pas, il y a un truc qui moi j'ai pas été embarqué par ça. Et même justement dans le côté, en fait j'ai beaucoup aimé le première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure. En fait jusqu'au moment où j'arrive en Floride en fait. Donc toute la partie dans le bus, je l'ai trouvé vraiment très cool, etc. Parce que où justement donc ils s'intègrent à ce groupe de filles et donc ils changent leur voix, tout ça. Il y a tout le côté où ils se bourrent la gueule, enfin elles se bourrent la gueule plutôt pardon. Et un côté, du coup encore une fois pareil aussi un peu une certaine forme de discours avant l'heure sur la sororité, donc sur la fraternité, sur la solidarité féminine, etc. Genre le truc. Bon, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant et pour le coup, je trouvais ça un peu dommage que ça n'ait pas été plus exploité par la suite, parce que après, quand ils arrivent, il n'y a plus que Marilyn Monroe finalement, tout l'orchestre a quasiment évincé le limite de l'intrigue. Oui. Parce qu'après, du coup, on part sur une espèce de triangle amoureux et en fait, non. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai pas compris, moi, mais peut-être que tu m'expliqueras, j'en vrai, qui m'a gêné personnellement, peut-être que j'ai mal compris. Donc voilà, donc après, ça devient une espèce de triangle amoureux. Après, donc ça vient
une comédie romantique. Après, on repart sur un film de gangster plus ou moins, parce qu'après, ils reviennent pour la fin. Donc, en fait, cet enchaînement de styles, que moi, vraiment, j'aime bien ça, mais là, je sais pas, pour ce film-là, ça m'a décontenancé. C'est parce que tu as pas vu assez de films des années 50. Peut-être. Non, ça, c'est une évidence. De toute façon, ça, c'est une évidence. Voilà. Mais pourtant, je vois qu'il y a un truc quand même qui est vraiment réussi. Je trouve qu'il y a des idées vraiment géniales. J'ai adoré l'idée de, donc d'un côté, on a le personnage de... Alors putain, par contre, les prénoms aussi, j'ai confondu pendant tout le film. Mais vas-y, dis-moi, je te dirai. Je te dirai. C'est Géraldine et Joséphine. Enfin, et après, c'est Daphné et... Non, c'est Daphné et Joséphine. Daphné et donc, Joséphine. Joséphine. Bah, c'est Tony Curtis, voilà. Puisqu'il s'appelle Joe. C'est ça, exactement. Voilà, donc il y a aussi un troisième personnage, donc, qui est le fameux Shell Junior. Oui. Donc qui va draguer Marilyn Monroe. Oui. Donc voilà, donc en fait moi, là je voulais en venir, c'est cette scène espèce de dualité où donc, bon, ils sont en train de se pécho, très clairement. Et de l'autre côté, on a donc Jack Lemmon, donc Daphné, qui est donc avec le fameux... Osgood. Exactement. Donc un espèce de millionnaire un peu excentrique. Oui. Donc ils font une espèce totalement déjanté. Voilà, exactement. Oui, où ils font un espèce donc de danse où donc tu sens que elle est ravie. Et donc en fait ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a la caméra donc qui passe d'un côté, passe de l'autre. Donc tout ça avec une fluidité qui m'a un peu rappelé des films plus récents. Et encore une fois, j'ai trouvé ça. Donc voilà, ce genre de truc où j'ai trouvé ça c'est vraiment génial. Mais le problème, c'est que voilà, donc le procédé est génial, sauf que côté romantique, il y a un truc, je sais pas, où j'étais pas à fond, et dans le côté comique, je trouvais que ouais, bon voilà, il fait la gueule, c'est rigolo, mais il n'y a pas plus, tu vois. Il manquait un truc pour vraiment déclencher le rire chez moi, et constamment, il manquait un petit truc. À chaque fois, j'étais en mode, ouais, à chaque fois, on tutoie un truc, mais ça va pas assez loin. Et pareil, je trouve aussi dans le côté émotion, notamment un moment où il se dit, bon bah, je suis obligé de la quitter, je suis obligé de me barrer. Donc il y a cette espèce de scène de rupture que j'ai trouvé vraiment très touchante. Et pareil, après, donc, il y a un moment où tu as Marilyn Monroe qui chante, les fameuses interludes musicaux de Marilyn Monroe qui, pardon, ça pour le coup, je trouve que les scènes fonctionnent très très bien. Parce que voilà, il y a le côté iconique, etc. La façon de filmer de Marilyn Monroe, il y a quelque chose de très magnétique. Enfin voilà, elle est iconisée à donf. Et ça marche ultra bien, il y a en même temps, encore une fois, il y a de quoi. Mais voilà, donc ce passage chanté, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage, il y a vraiment une émotion qui se dégage quand elle chante. Putain, c'est quoi le titre? I Won't Be Loved By You? Non, celle juste après. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une chanson aussi qui a été reprise par un groupe de bebop que j'adore dans les années 50, Duran the Belmonts, qui chante aussi cette chanson. Alors, du coup, je vais la retrouver. C'est I'm Through With Love. Ah oui. Voilà. Alors là, pour le coup, cette scène-là, je l'ai trouvée géniale. Encore une fois, un poil trop courte, mais vraiment géniale. Vraiment là, toutes les émotions passent par la chanson, passent par les regards. Ça, vraiment, je trouve. Putain, ça, c'est le genre de scène qui fonctionne à fond. Et malheureusement, c'est désamorcé par un truc qui arrive juste derrière. Où après, du coup, il va révéler son truc. Et pareil, ça aussi. Tout s'arrange un peu trop vite à la fin. Alors, encore une fois, c'est peut-être l'époque. Oui, bien sûr. C'est une comédie. Ouais, mais là, ça fait beaucoup. Moi, honnêtement, j'ai eu du mal à rendre ça crédible. Et donc, la scène qui, moi, m'a dérangé de fou. Donc, pendant une partie du film, on a donc un début de triangle amoureux. Où donc les deux sont plus ou moins attirés par elle. Mais. Bah, faut dire qu'il y a de quoi. Oui, non, encore une fois, je suis là, ça, on est d'accord. Bah, franchement, puis on la voit dans des tenues qui font que. Voilà, bon. Mais il y a une scène, alors du coup, je sais pas si tu te rappelles, mais donc je vais essayer de la décrire assez précisément. Donc, en fait, la première fois où donc Tony Curtis va faire Shell Junior. Ok. Donc, juste après la rencontre. Il est sur la plage. Voilà. Donc, on en est là. Juste après la rencontre, donc, Marilyn Monroe se barre avec donc Daphné. Oui. Donc Jack Lemmon est en mode on va revenir très vite parce qu'en fait donc soi-disant Tony Curtis est resté à l'hôtel, etc. Et donc ils vont revenir très vite pour essayer de l'attraper en fac en délit. Enfin il y a un peu cette idée là parce qu'en fait Jack Lemmon a compris que c'était Tony Curtis, enfin que c'était Joe, le personnage de... On est d'accord? Oui, enfin, il l'a compris. Oui, dès le début. Non, voilà, on est d'accord. Oui. Voilà. Donc en gros ils veulent revenir vite à l'hôtel, enfin surtout lui, pour le piéger, plus ou moins. Parce qu'en mode, vu qu'il est là, il peut pas être là-bas. Sauf que finalement, par un stratagème qu'on comprend pas, il arrive à être dans le banc, en mode. Enfin, elle, du coup, arrive à être dans le banc, donc Daphné, en mode, oh, bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, malheureusement, oh, mais j'ai rencontré un mec génial, etc., machin. Et dès qu'elle se barre, donc, Jack Lemmon l'engueule en mode putain, mais. Enfin, pas putain, mais qu'est-ce que t'as fait, machin, etc. Et donc, il sort du bain, et il le menace. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il le menace. En mode, mais non, mais oui, c'est moi, c'est. Et là, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris, en mode, c'est la mienne, tu la fermes, et après, plus de triangle amoureux. Et je suis en mode, quoi?
J'ai pas compris. Ouais, mais il n'y a pas à proprement parler de triangle amoureux. Pour moi, si, pour moi, il y a un violence, c'est pour ça. J'ai Ben... pas compris. Et du coup, et pareil, cette scène-là m'a complètement fait. Pour moi, c'était l'amitié. En fait, il n'y en a pas. Il y avait un espèce de rapport de domination qui m'a gêné beaucoup et j'arrivais pas à... Parce qu'en fait, Marilyn Monroe, il y avait les deux. Donc effectivement, Tony Curtis, donc Joséphine. Joséphine, voilà, donc pour la conquérir, parce que de toute façon, il ne pouvait pas la draguer en tant que nana. En tant que femme, oui. Ouais, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Faut pas les pousser aussi loin. Donc il s'est travesti en mec. Enfin, il est redevenu un mec. Oui, voilà. Mais il était quelqu'un d'autre, ouais. Oui. Il faisait un personnage. Oui, mais parce que il a compris qu'il pouvait pas faire autrement que de toute façon de se remettre en homme. Et donc pour le coup, Jack Lemmon a compris, enfin, a très bien compris que de toute manière c'est elle qui avait choisi lui. Et qu'en fait, Daphné, du coup, puisque c'était Jack Lemmon, était en mode friend. Tu vois ? Oui, mais en fait, le truc. Mais par contre, en tant que friend, donc en tant qu'ami, il savait pertinemment que de toute façon, il pensait dans son esprit que c'est son ami et que l'autre allait la faire souffrir, forcément, puisque de toute façon, il n'était pas. Puisqu'elle a été d'entrée, elle a bien dit ce qu'elle voulait, c'est qu'elle venait en Floride, machin, elle voulait rencontrer un milliardaire, machin. Enfin, donc pour elle, dans son esprit, dans son esprit, c'était très clair, d'accord. Donc c'est pour ça que lui, il s'est donc déguisé comme en millionnaire et en milliardaire, enfin peu importe, et avec des lunettes. Enfin, il s'est fait tout un personnage, et donc c'est pour ça que lui, du coup, Jack Lemmon, donc Daphné, en fait, était pas d'accord, enfin, était pas content parce que il trichait, quoi. Voilà. Mais voilà. Et qu'en fait, il allait la faire souffrir. Ouais, c'est ça. Parce que de toute manière, c'est forcément une relation qui n'aurait mené nulle part, parce qu'il n'était pas millionnaire du tout. Hein, donc, donc oui, effectivement, il y a eu un petit truc par rapport à leur amitié. Mais justement, après ça, je me suis dit, en fait, pendant tout le film, il va donc Jack Lemmon, Daphné va donc essayer de faire comprendre qu'en fait, c'est pas ça qu'il croit. Mais finalement, non, après c'est balayé complètement parce qu'après il y a tout son truc avec Osgood là. Oui. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il manque une scène où genre ils se mettent d'accord et machin. Je sais pas, ça m'a perturbé de fou. Et donc, donc cette fameuse scène où il sort du bain, où du coup il le menace limite en mode non, mais t'as rien à dire, machin, je fais mon truc, etc. Je sais pas, il y a un truc qui m'a perturbé. Peut-être que c'est moi qui m'a mal compris, mais je sais pas. Ça m'a vraiment perturbé. Oui, parce que et du coup, j'avais plus à croire en leur relation et je trouve qu'il y avait un truc qui était cassé, quoi. Quand même, depuis le début, tout ce qui arrive, tout ce qui leur est arrivé, en fait, est de la faute de Tony Curtis. Oui, c'est vrai. Parce que le fait qu'il ait parié aux courses alors que machin, ils n'avaient pas d'argent. Le fait qu'ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Au mauvais endroit au mauvais moment, c'était aussi de leur faute. Le fait qu'en Floride, machin. Enfin bon. Et qu'en fait, lui, à tout le temps, il disait non. Puis qu'en fin de compte, de toute manière, en fait, il se faisait avoir un peu en gros à chaque fois. Donc il avait un peu la peur que. Vu que c'était lui qui, de toute façon, les mettait toujours dans des embrouilles, il avait un peu la peur parce que lui, pour le coup, avec Daphné, c'est assez rapide parce qu'il a très vite compris que de toute façon, c'est pas lui auquel elle s'intéressait. Donc il a très bien compris et puis il s'est dit, il va faire avec elle comme il fait avec moi en gros, c'est-à-dire qu'il va la mettre dans des embrouilles et puis il va la faire souffrir, machin et tout ça. Enfin bon. Mais du coup, j'ai trouvé qu'ils se battent pas plus pour essayer de faire foirer le truc. Et ça, pour le coup, je pense que même ça aura pu lui mettre un mentin. Je sais pas. Parce qu'à chaque fois, il était trop gentil. Parce qu'il est trop gentil et qu'à chaque fois, il s'est laissé faire. Peut-être, mais à chaque fois, ça mais pour moi, tu vois, il manque un truc où ça c'est. Enfin, c'est dit pas forcément explicitement, mais il manque une scène où vraiment, genre, ils se mettent d'accord ou machin. Voilà. Et ça j'avoue, ça va perturber pour toute la suite. Mais ça arrive après, plus tard, quand même, parce qu'il lui explique que machin. Que oui, justement, il profite de ce qu'elle ait rencontré Osgood. Parce que pour le coup, c'est. Tout son truc, ça s'emboîte très bien. Parce qu'en fin de compte, il y a un milliardaire, il a un yacht, enfin il a tout ce qu'il faut. Et donc en fait, il prend la place de Osgood. Et il lui dit à Daphné, toi tu t'occupes d'Osgood, pour que justement il soit pas là. Ouais, mais pareil. Et pendant ce temps. Pareil, genre, ils sont bronchés, enfin. Il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas, en mode tu fais ce que je te dis et puis tu poses pas question.
Et qui se laisse faire et tout ça. Mais oui, mais parce que. Je sais pas, j'ai pas compris. Parce que le meneur de la bande. Bah ouais, mais du coup, moi après, j'arrive pas à croire à tous les moments qu'ils ont un peu de complicité et tout ça. Du coup, j'y crois pas. Bon, moi, enfin, personnellement, moi, du coup, ça m'a gêné. J'avoue que ça m'a gêné et c'est en ça, du coup, que j'étais décontenancé. En fait, c'est en ça que m'a décontenancé. C'est vraiment cette fameuse scène où il sort du bain, où il le menace limite, et là, je me dis, quoi? Vraiment, à ce moment, je me dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, mis à part ça, c'est après, voilà, on parle en termes de qualité cinématographique, donc elles sont bel et bien présentes. Après, voilà, le duo, pour leur excentricité, quand ils jouent, donc justement les femmes, c'est génial, c'est absolument jubilatoire, c'est génial. Encore une fois, il y a pas mal d'idées de mise en scène, il y a effectivement ce final, ce dialogue final absolument culte, bien sûr aussi, que tout le monde connaît. Et là, pour le coup, pareil, encore une fois, je pense que le fait que je le connaisse à l'avance, ça m'a un peu gâché la surprise, ce qui est dommage, mais voilà, après, ça n'empêche pas que ça reste une réplique forte et oui, parce que bon, nobody is perfect. Voilà, le fameux. Voilà, c'est génial comme idée. Et pareil aussi, je trouvais ça intéressant et c'est dommage que c'est pas plus exploité. Où genre à un moment, t'as l'impression que Daphné, donc Jack Lemmon, limite embrasse complètement son côté féminin et ce personnage de Daphné, limite. C'est ça. Et donc après t'as une espèce d'écho parce que donc au début il a du mal à se dire bon je suis une femme et après il se dit non en fait je suis un homme. Genre et donc pareil je trouve ça intéressant encore une fois en sous-texte. De ces questions d'identité où finalement il y a une frontière qui est de plus en plus floue et donc mais en fait, je trouve ça intéressant du coup. C'est lui le plus, j'allais dire, le plus vrai, le plus authentique oui, voilà. Dans le film. Mais je suis d'accord. Parce que lui il a voulu il a quand même tenu à être honnête. Il dit voilà, mais après moi je fume comme un pompier, machin, enfin, donc, oui. genre pour lui expliquer, je serais pas du tout en adéquation avec ce qu'attend ta mère, enfin bon, tu vois, donc machin, puis il lui dit mais je suis un homme. Et puis l'autre il dit bah oui, nobody's perfect. Donc je trouve que c'est plutôt grandiose. Non mais c'est une idée géniale. Voilà, il y a quand même de très bonnes choses dedans, c'est évidemment. Mais voilà, il y a ces trucs qui m'ont décontenancé. Alors peut-être qu'il faudra que je le revoie dans un autre contexte, peut-être que voilà. Je suis peut-être passé à côté, ça peut arriver. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais un peu un espèce de mea culpa en mode peut-être que j'ai mal compris un truc et peut-être que j'ai pas fait attention à ça peut, c'est possible. Voilà, donc je fais un mea culpa. Voilà, ça reste effectivement voilà un film. Enfin, je vois en quoi il a été important ce film-là pour la comédie, pour justement ce rapport à l'homosexualité, à la transidentité, etc. Et encore une fois, c'est des thématiques très modernes. À l'époque, c'était pas du tout. C'est pour ça que ça le rend. C'était nouveau. Ouais, mais je suis d'accord. Ça le rend actuel parce qu'en fait, à l'époque, c'était pas du tout. C'était nouveau. Ah mais complètement. Et c'est pour ça que c'est génial. Non mais ça pour le coup, c'est génial comme idée. Et c'est vrai que. Alors. Enfin, et puis voilà. Juste pardon pour terminer. Puis Marilyn Monroe, encore une fois, qui est sublime. Sublime. Il n'y a pas d'autre mot. C'est sublime. Même si très honnêtement, ce personnage est pas ultra intéressant parce que il y a un peu côté. C'est un peu péjoratif, désolé, mais une nunuche blonde, malgré tout. Bon, après, elle l'assume, après, elle le dit, tu vois, je suis pas très intelligente, tout ça, je me laisse savoir par les. Bon, voilà, au moins elle assume son côté. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, on aurait aimé justement qu'elle se fasse moins voir sur la fin. C'est là ça aussi, là que j'étais un peu dégoûté. Ça viendra plus tard dans la filmographie de Marilyn Monroe, mais à cette époque-là. C'est ça aussi que j'ai trouvé que la fin. C'est le sexe symbole. Ouais, je suis d'accord. C'est la plus belle femme du monde et il joue à fond. Et tous les réalisateurs ont tous joué à fond sur ce côté. Je suis d'accord, mais je comprends. Oui. Il y a le côté où, effectivement, parce que, bon, Marilyn, enfin, t'as le côté lumineux de Marilyn et puis t'as le côté sombre de Marilyn. Marilyn, il faut savoir que, d'ailleurs, au départ, Billy Wilder, il voulait pas Marilyn. Oui. On lui a imposé et elle était tout le temps en retard. Oui, apparemment, sur un plateau de tournage, c'était... Sous-cachée en permanence. Bon, de toute façon, on sait comment elle a fini tristement. C'était compliqué. Donc, voilà. Mais Marilyn, ça a toujours été ça. Après, si tu veux voir le côté, Marilyn actrice, il faut remonter un peu plus loin dans sa filmographie et puis jusqu'à The Misfits. Donc, qui est le dernier film de Marilyn Monroe, le dernier film d'ailleurs de Red Butler, Clark Gable. Oui. Okay. Donc, où là, effectivement, on voit tout le côté. Non, puis il y avait aussi le film Reverse Retour que j'avais vu, où il était dedans. Ou pareil, déjà, rien que là, déjà. Oui, mais bon, après. Plus affirmé, bon, enfin, voilà. Mais bon. Après, peut-être qu'effectivement, malgré tout, dans le contexte du film, ça reste cohérent, j'ai envie de dire. Oui, parce que je pas comme ça. Oui, c'est. Mais du coup, malgré tout, cette fin, j'ai trouvé trop facile. Et c'est ça, et ça m'emmerde un peu. Encore une fois, peut-être que c'est aussi l'époque qui voulait ça. Oui. Mais voilà, dans un film aujourd'hui, c'est sûr que ça serait pas fini comme ça. Non. Pour le coup, c'est sûr. Donc, encore une fois, peut-être que j'ai pas ce recul nécessaire par rapport à ça. C'est marrant parce que pour les vieux films, j'arrive bien à me mettre en condition
pour tout ce qui est côté visuel, etc. Mais c'est vrai, par contre, parfois sur des trucs de scénario, oui, j'ai du mal. Oui. C'est peut-être un tort que j'ai, mais. Non, c'est juste que tu es dans ton époque et que. Peut-être. Alors, bon, moi, vu mon grand âge, forcément, j'ai. Non, si, mais c'est vrai que j'ai moins j'ai moins de difficultés avec ça. J'adore tous les films des années 40, 50, 60, les films américains. Il y a un charme, évidemment, bien sûr. Voilà, c'est les Vincente Minnelli, les Billy Wilder, enfin je t'en passe, c'est des meilleurs. Et Marilyn, ça reste... voilà, chaque fois qu'elle apparaît dans un film, c'est tout de suite... T'as même la caméra, on a l'impression que la caméra, elle peut plus la quitter, la caméra, elle est complètement amoureuse. Et c'est normal, elle dégage un tel, je sais pas, c'est du sex appeal, elle dégage des trucs, voilà, tu peux pas rester complètement insensible. Et d'ailleurs c'est marrant parce que les premières fois où elle apparaît, à chaque fois il y a des espèces de musique un petit peu sexy, sensuelle qui se déclenche. Le jazz. Oui voilà ça. Le jazz. Et t'as l'impression que c'est un peu presque une espèce de parodie où genre c'est vraiment appuyé pour faire exprès, mais du coup ça par contre je trouve ça rigolo. Vraiment, genre le film fait exprès d'exagérer un peu le trait dans le côté dès qu'elle apparaît, genre dès que tu vois une jambe ou machin. Ça, je trouve ça rigolo par contre. C'est ça. Parce que tu sens qu'il y a un côté un peu où le film est conscient de ce qu'il fait quoi. Ça, je trouve ça bien. Ah oui, mais ça, on savait qu'à l'époque, de toute façon, quand il filmait Marilyn. Oui, voilà, mais bien sûr. T'as une grande séquence aussi, qui dure un moment où quand il la voit de dos, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Aujourd'hui, on pourrait plus filmer ça. Oui, non, avec tout le mouvement féministe, on pourrait plus filmer ça. Mais à l'époque, c'était. Et puis toute la fameuse scène sur le bateau où elle le chauffe. Oui. Parce qu'il lui fait croire qu'il est insensible. Qu'il est insensible. Et encore une fois, elle s'est piégée un peu bêtement. Bon, encore une fois. Mais bon. Mais c'est bon enfant. Oui, voilà. C'est bon pour ça que je ne parle plus totalement critique là-dessus. Parce que voilà. C'est pas un film qui pense à mal par rapport à ça. Donc, voilà, non, parce qu'il est pas totalement. Entre guillemets, et pardon pour le gros mot, il n'est pas totalement salaud. Parce que lui, dès le départ, il tombe. Oui, voilà. Comme tout le monde, il tombe complètement amoureux, il est complètement subjugué, il est en adoration et en admiration. Et donc, forcément, après lui, il n'a qu'une envie, c'est effectivement, il faut qu'elle soit à lui, quoi. Donc, bon. Oui, voilà. Mais c'est peut-être avec ça que j'ai un poil de mal. C'est un mea culpa que je fais, voilà, peut-être que voilà, bon. Peut-être que dans un contexte, peut-être que quand j'arrive un peu plus de films de cette époque-là, peut-être que je l'apprécierais plus. C'est pour ça que tu as tiqué sur le mot romantique, et pourtant c'est une comédie romantique. Bah ouais. Ou même comédie tout court aussi, où je tique un peu parce que je trouve le film pas hilarant non plus. Il y a un moment rigolo, mais honnêtement, justement, dans son mélange des genres, parfois je trouve que il n'arrive pas à être, pour moi, complètement convaincant dans chacun des genres auxquels il veut pas se rendre. Ça reste un film que j'ai bien aimé malgré tout, que j'ai aimé suivre. Et encore une fois, je trouve qu'il y a de très belles idées et de très belles scènes. Et voilà, je ne suis pas subjugué. Je suis pas en dithyrambique, voilà. Mais peut-être encore une fois, il faudrait que je le revoie dans un autre contexte. Oui. Encore une fois, mais elle ne pas. Pareil, moi je dois l'avoir vu tellement souvent que. Voilà, je comprends. Et puis rien que pour le poupidou. Oui, bien sûr. C'est rien que ça. Moi, j'ai relevé un truc parce que j'avais trouvé ça génial. Voilà, parce qu'en fait, le titre original, parce que le titre peut paraître curieux en français. Certains l'aiment chaud. Oui. Ah, c'est vrai, ça peut. Oui, parce que oui. Enfin, c'est expliqué dans le film, mais oui. Oui. Qui a un double sens au mot chaud. Oui, parce que en fait, en anglais, le titre en anglais c'est Some Like It Hot. Pour le coup, et on connaît toute la signification du mot hot. Et en fait, c'est quand ils sont tous les deux sur la plage là, qui lui dit bon, en fait, vous aimez bien quand parce qu'ils font du jazz. Et lui dit donc vous aimez bien quand la musique est très rapide et tout ça au niveau du jazz. Et puis elle lui dit oui, really hot. Et puis ça lui dit donc oui, j'imagine que certains l'aiment chaud. Donc pour expliquer le titre du film. Mais bon, en tout cas tu recommandes quand même. Ah bien sûr, évidemment, justement pour ce côté. D'ailleurs, profitez-en, faites-vous toute la filmographie de Marilyn Monroe parce que franchement, si vous n'êtes pas amoureux au départ, vous allez forcément à un moment donné y arriver. Non, mais bien sûr, je recommande pour son côté iconique, pour plein d'aspects. Encore une fois, il y a quand même plein de très belles idées et même encore une fois aussi dans les thématiques osées pour l'époque qui sont abordées, c'est aussi un film qui est important pour ça aussi. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Parce que c'est ça qui est important et c'est ce que tu as dit, c'est que c'est le côté bienveillant. Oui, c'est ça, mais je suis d'accord. Il n'y a aucun jugement. C'est ça, exactement. Il présente les choses telles qu'elles sont.
Voilà, Oui. après... Là où dans des films, parfois, peut-être un peu plus récents, Mm. ou qui peut y avoir des personnages homosexuels, ou parfois il peut vraiment être vu de façon péjorative ou moqueur. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est pas le cas, et c'est ça aussi que le film est aussi. Comment dire. Enfin, c'est un être au crédit du film, quoi, de façon indéniable. Voilà donc pour certains live shows. On passe donc à toi pour finir Oui. ce vice versa et cette émission. Avec Moonlight, Voilà, bon, du coup, t'as de Barry Jenkins. de Barry Jenkins, soit de 2017. Et pour le coup, on ne quitte pas complètement la thématique, puisque là aussi, on aborde l'homosexualité. C'est vrai. Donc Moonlight, effectivement, Barry Jenkins. Donc, je t'ai posé, ouais. Et ben pour le coup, je suis ravi de l'imposition, mais je suis ravi d'avoir vu ce film, que j'ai trouvé bien, très bien, beau. Enfin, vraiment, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça se passe dans le Miami des années 80, puis ça se passe plutôt du côté de, comment dire, le Miami de la drogue. Et Moonlight, donc là aussi, on retrouve aussi trois époques, puisqu'on va se concentrer sur les 3 mouvements de la vie de Chiron, puisqu'il s'appelle comme ça, le héros. Et donc un jeune homme qui se bat dans une vie familiale rude, pour ne pas dire compliquée. Il n'a pas de père et sa mère c'est une droguée totale. Et en plus se greffe dessus bien sûr sa sexualité naissante. Alors au départ, Moonlight est l'adaptation donc d'une pièce de théâtre qui s'appelait In Moonlight, Black Boys Look Blue, qui était donc une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney. Rendons à César ce qui appartient, et qui explique donc en fait qu'au clair de lune, les garçons noirs paraissent bleus, et dans les nuits orange aussi, quand ils marchent ou quand ils s'embrassent. Donc, comme je le disais, il y a 3 moments de la vie de Chiron, qui est donc le premier moment, c'est lorsqu'il est petit, donc Little, puisque c'est comme ça qu'il est surnommé. Ouais. Donc Little, c'est un enfant qui est bousculé par ses camarades de classe, parce que il n'est pas comme eux, parce qu'il préfère la danse au baseball, parce qu'il a une façon bizarre de marcher. Et, bon, donc voilà, on sait ce que ça donnera après par la suite. En plus, c'est un enfant qui est complètement laissé à l'abandon, parce que sa mère s'en occupe pas. C'est même sa mère donc le déteste au point de parler de sa façon de marcher. Voilà, donc ça déjà c'est très compliqué. Après le deuxième moment, il s'appelle Chiron. C'est là où il commence à construire petit à petit donc il est déjà on va dire adolescent, enfin grand adolescent. Donc toujours pareil, il est toujours en but avec ses camarades de classe. C'est lors d'une soirée donc sur la plage où disons que comment dire, parce qu'en fait c'est un film sur donc une sexualité naissante, plutôt orientée sur l'homosexualité, mais c'est jamais totalement dit, c'est jamais montré. À part une scène où il est sur la plage avec, de mémoire, avec Kevin, ils s'embrassent et bon, ils se font quelques, comment on peut dire ça, des attouchements, enfin bon, c'est pas non plus, il n'y a rien de, voilà. Et puis c'est une période aussi importante parce que ce soit au début, tant qu'il est Little ou qu'il est Chiron après plus tard, c'est là qu'il fait la connaissance de Juan, un dealer qui en fait le prend sous sa coupe et qui l'aide à se construire petit à petit. Donc il y a pareil, et là il retrouve avec Juan et puis sa femme donc un semblant, j'allais dire, de presque de vie de famille. Donc c'est très important. Et puis après le troisième moment, c'est donc quand il devient Black, qui à l'image de Juan est devenu un dealer et bodybuildé, et c'est à partir de ce moment là où il a cessé de se laisser embêter par les autres. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'est un film qui est très prenant, qui est d'une pudeur, d'une justesse tout à fait magnifique, parce que vraiment on voit l'évolution du personnage, donc de Chiron,
qu'on essaye de le suivre un petit peu à travers sa vie. Et en fait, c'est à part presque à l'âge adulte où il se révolte, sinon autrement, en fait, on a l'impression que tout coule sur lui. Mais je trouve ça vraiment extrêmement... Enfin, c'est d'une sensibilité qui est vraiment à fleur de peau. Ça te prend aux tripes, ça te donne des frissons, cette façon qu'il a d'évoluer. Puis tu te dis, à force je sais pas, de se faire taper dessus, de s'entendre dire des monstruosités, parce que même sa mère, tu feras jamais rien de ta vie, tu seras jamais rien, enfin, tu te dis à un moment donné, il va se révolter, donc parce qu'il ne peut être que rancœur, que haine, et en fin de compte, il arrive à garder toute sa sensibilité, tout cet aspect où finalement, voilà quoi, il a essayé de se construire, non pas dans la haine, mais en fin de compte en essayant de se construire un petit peu avec ce qu'il avait, avec les moyens du bord, quoi, comme on pourrait dire. Donc voilà. La réalisation, c'est magnifique. Ces clairs obscurs comme ça, avec et puis tout le rapport aussi qu'il a avec l'eau, que ce soit donc avec la mer quand Juan lui apprend à nager, avec l'eau aussi quand il va sur la plage tout seul, enfin tout ça. Puis quand à chaque fois qu'il se fait taper dessus, où il trempe sa tête dans l'eau, il s'immerge complètement dans l'eau, et enfin voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et puis cette façon qu'il a eu de se construire et puis de finalement de se dire ok, maintenant plus personne m'embête parce que je suis devenu black et que je suis devenu un dealer, mais que de toute façon j'ai construit ma vie, hein, j'ai essayé de... Et à côté de ça, t'as des scènes... Quand il revoit sa mère qui est en cure de désintoxication, il est comme un adolescent parce qu'il y a Kevin qui le rappelle des années après. Enfin bon, bref, voilà, après je vais pas raconter la fin du film, pas raconter tout ça. Mais bon, j'ai pris une grande claque parce que j'ai adoré toute cette sensibilité au niveau du film. C'est sensible sans être larmoyant. Ce qui est pas facile pour le coup. Voilà, c'est ça, hein, c'est vrai. Et puis ça sombre jamais dans le côté, dans le voyeurisme, ça bascule jamais. Moi j'avais un petit peu cette peur, enfin de me dire c'est jamais très facile à aborder de toute façon la sexualité et a fortiori l'homosexualité pour un garçon, enfin dans son adolescence, parce que c'est là où il prend conscience que de toute façon il est effectivement pas comme les autres. Mais pareil, c'est pas larmoyant, c'est pas comment dirais-je, voyeurisme, donc voilà, c'est simplement quelqu'un qui essaye de se construire malgré tout ce qu'on peut lui mettre en travers de son chemin et en travers de la figure, quoi. Donc voilà. Donc là, oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé le film. Ok, super, j'en suis ravi. Alors moi, c'est vrai qu'après, malgré tout, je me rappelle pas à fond du film, parce que je l'ai découvert, moi, c'était du coup, j'avais dû le rattraper pour les Oscars, parce que donc il avait gagné l'Oscar du meilleur film. Oui, voilà, donc ce que je voulais dire, il a eu 3 Oscars. Il y a eu donc l'Oscar du meilleur film, le meilleur scénario adapté, donc de la pièce de théâtre, et celui du meilleur second rôle, donc attention, je prends ma respiration, c'est Mahershala Ali, ouais. Donc celui qui joue Juan, voilà, qui est un acteur que... Je suis totalement fan. Il est génial. Je sais pas, avec Chadwick Boseman, je sais pas lequel des deux, mais en tout cas, au moins les deux, ça c'est sûr. Donc, et qui est quand même le premier acteur musulman à avoir reçu un Oscar, donc, ce qui est quand même magnifique. Et alors en plus, on va aussi insister sur la musique composée par Nicolas Britell. J'allais le dire, ça magnifique. Franchement, voilà. C'est les images. La façon de filmer, le personnage qui est interprété par 3 acteurs différents selon les moments, selon qu'il est Little, Chiron ou Black, qui sont simplement géniaux, franchement. Et puis cette musique, enfin voilà, donc tout fait qu'on comprend pourquoi. Enfin, de toute façon, le meilleur film, ça veut tout dire quand même, comme Oscar, donc voilà. Oui, après, je sais pas si le film a été spécialement l'Oscar, mais en tout cas, après, moi, voilà, c'est vrai que j'ai découvert avec 4 ans, du coup.
Bon, mais pas à fond. Ça fera peut-être que je le revois, du coup, ça m'a pas mal donné envie de le revoir. Mais c'est vrai que moi, dans mon souvenir, j'avais adoré notamment la deuxième partie, donc quand il est quand il est adolescent, que j'avais trouvé la plus forte et vraiment la plus bouleversante. Et pour le coup, j'avais été un peu décontenancé par le dernier tiers, où effectivement, encore une fois, ça déjoue un peu les attentes, où finalement, ça se termine de façon très douce, très posée. Oui, parce que même la scène finale. Oui, c'est ça exactement. Mais voilà, encore une fois, après, il faudra peut-être que je le revoie du coup. Mais c'est vrai qu'encore la musique, la musique moi, m'avait beaucoup marqué, je l'avais trouvé génial. Et pareil, en plus, pour le film suivant de Marianne Jenkins qui était Si Beale Street pouvait parler, qui est également un film tout à fait bien. Ou pareil, Nicolas Brettel, encore une fois, à la BO, qui avait fait encore une fois de musique sublime. Enfin voilà, Nicolas Brettel est vraiment un très bon compositeur et la musique est vraiment géniale. J'ai lu quelque part, alors après, parce qu'en regardant un petit peu les différents commentaires qu'il y avait eu sur le film, pratiquement j'ai pas trouvé de critiques négatives sur le film, ce qui est plutôt rare. Il doit bien y avoir beaucoup, ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, parce que je m'étais noté ça, parce que je reviendrai après sur le truc, parce qu'il y a l'affiche, donc qui reflète sa structure en triptyque, parce qu'en fait sur l'affiche tu as les trois visages de Chiron aux 3 étapes de sa vie, et en fait les producteurs ne feront aucune promotion à part l'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune promotion qui sera faite, parce que et en fait le film se développe jusqu'aux Oscars uniquement grâce aux critiques positives dont il bénéficie, ce qui est quand même plutôt rare, parce que généralement quand il y a un film qui sort, on est les promotions, les machins et tout ça. Ben là, non, il y a juste une affiche. Et puis après, ça s'est fait un peu du bouche à oreille. Il y a eu tellement de critiques positives, machin et tout. C'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'aux Oscars. Donc ça, c'est bien. Ah bon, c'était connu. Ouais. Et donc, pour revenir un petit peu justement sur la 3e partie, puisque tu dis c'est un peu déroutant. C'est un peu déroutant dans le sens où se pose la question, et si en fait, Juan, c'était lui et qu'on vivait la vie de Juan. Pour moi, non. Tu m'avais déjà parlé, après il faudra que je le revoie, mais... Parce que il devient exactement comme Juan. La même voiture, il a la même petite truc là, des espèces de couronne sur sa voiture, il a le même comportement avec les mecs qui travaillent pour lui dans les deals, machin et tout ça. C'est pas, c'est... Moi j'y crois pas, mais bon. Et à la fin, alors pareil, je dévoile pas non plus tout, machin, mais à la fin, l'image de la fin, c'est, tu le vois, et il se retourne, comme si en fait il regardait sa vie qui commençait. Et si sa vie qui commençait, c'était celle de Juan. Ah, je sais pas, peut-être. Ok, très bien. Bon voilà, pour moi, en tout cas, ça va sans dire. Regardez Moonlight. Non, mais je suis ravi que c'était plus, c'est toujours très cool quand le vice-versa se passe bien quand même. Enfin, quand t'as posé le film et que l'autre l'aime, c'est quand même assez plaisant. Donc c'est cool, ok, cool. Donc, bon. Il va falloir encore une fois trouver le thème pour le prochain, vice-versa, c'est toujours la galère. Mais bon, on y arrivera. Je ne suis pas inquiet. Eh bien, c'est la fin donc, de ce vice-versa et de cette émission. On y arrive enfin. Je crois que ça sera l'émission la plus longue depuis le début. Oui, mais il y avait beaucoup de trucs à dire. Il y avait beaucoup de trucs à dire. Le montage va être encore un vrai plaisir, mais bon, allez, let's go. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à toi, Marie. C'était avec plaisir. Pour cette émission. On vous souhaite... La prochaine fois, je vous parlerai de Pierre Ninet. On fera une thématique à l'idée. Ah ouais, ça serait bien. Ah let's go, si tu veux. Ah, ça serait bien. Pourquoi pas. Ah non, parce que, bon, voilà. Ah, mais pourquoi je suis en train, parce que j'en ai encore vu un hier au soir, donc je suis en train de me faire toute la filmographie let's go. De Pierre Ninet. On verra. On fera un truc un peu spécial. Bon, en tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci et à bientôt. Voilà, exactement. On vous souhaite une très bonne journée, soirée. Vous voyez des films en salle ou chez vous comme vous voulez. En salle, c'est mieux quand même. À la prochaine. Salut!